Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Vladimir Poutine a donc prononcé son discours annuel à la nation, un discours qui était très attendu. La Russie, vous le savez, est aujourd'hui en confrontation directe avec les Occidentaux sur plusieurs dossiers, pour ne citer que l'Ukraine ou encore la Syrie. Une confrontation qui est allée jusqu'à des sanctions qui pèsent lourdement aujourd'hui sur l'économie russe. En un mois, le rouble a perdu un quart de sa valeur face au dollar. 125 milliards de dollars de capitaux étrangers ont fui le pays. L'inflation est de plus de 7% et les prévisions de croissance moroses. Alors vit-on une nouvelle guerre froide? Dans ce contexte, comment Vladimir Poutine envisage-t-il de redresser l'économie de son pays? Y a-t-il un changement de géostratégie chez le président russe? Mise-t-il tout aujourd'hui sur l'Asie? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Serge Parinov. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de presse à l'ambassade de Russie en France. Galia Ackerman, bonsoir. Vous êtes historienne, journaliste, secrétaire générale de l'association Forum européen pour l'Ukraine. Frédéric Pons, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au service Monde de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et auteur de Poutine, et c'est aux éditions Kalman Levy. Jacques Rupnik, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche aux séries à Sciences Po et auteur de Géopolitique de la démocratisation, et c'est aux éditions Presse de Sciences Po. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter Vladimir Poutine. C'était aujourd'hui au Kremlin. Les sanctions n'étaient pas qu'une réaction nerveuse des États-Unis ou de leurs alliés à notre égard, après le coup d'État en Ukraine ou après ce que certains ont appelé le printemps de Crimée. Je suis certain que même si tout cela n'avait pas eu lieu, je veux le souligner ici, devant vous tous, même si tout cela n'avait pas eu lieu, ils auraient inventé autre chose pour freiner les opportunités croissantes de la Russie, les influencer et les utiliser dans leur propre intérêt. Cette manière de faire ne date pas d'hier. Serge Parinov, il est revenu au temps de la guerre froide, Vladimir Poutine, quand on l'entend là? Pas du tout, puisque justement dans le cas de ses discours, il a annoncé, il l'a souligné à plusieurs reprises d'ailleurs, que la Russie n'a nullement intention de reconstituer en Europe une sorte de rideau de fer, ni de bloquer et d'arrêter sa coopération, ses échanges avec l'Union européenne ou les États-Unis. La Russie reste toujours ouverte à la coopération et estime que les sanctions d'aujourd'hui nuisent autant à l'économie européenne qu'à l'économie russe. Mais bien il dit sûr, aussi que l'Occident cherche à rabaisser la Russie. C'est quand même des termes très forts. L'Occident cherche à rabaisser la Russie. Tout à fait. C'est le sentiment que vous avez, vous? Tout à fait. C'est le sentiment que non seulement moi, mais plusieurs de mes compatriotes ont. Parce que, comme l'a dit aussi le président dans un des articles publiés à la veille de l'élection de 2012, aujourd'hui, avoir une politique internationale indépendante, c'est le luxe que peu d'États peuvent se permettre. La Russie en fait partie. Mais le luxe a toujours son prix que la Russie paie aujourd'hui. Jacques Rupnik, ça vous rappelle la guerre froide, ce discours de Vladimir Poutine? Pas exactement la guerre froide, parce que dans la guerre froide, c'était une grande compétition idéologique à l'échelle planétaire entre deux systèmes, et l'Union soviétique, n'est-ce pas, se positionnait avec un projet global. Là, il ne s'agit pas d'un projet global, on a plutôt l'affirmation d'un sentiment national ou d'un nationalisme russe, si vous voulez, exacerbé, et qui se traduit par une vision d'un nationalisme post-impérial blessé, et qui a le sentiment qu'il a été victime d'une injustice de l'histoire, et les responsables de cette injustice de l'histoire, injustice qui est la dissolution de l'Union soviétique, il faut dire les choses clairement. Vladimir Poutine avait dit dans un autre discours, c'est la plus grande tragédie du XXe siècle, avait-il dit. Eh bien, qui est responsable de ce malheur russe? Eh bien, les Occidentaux qui, pas seulement maintenant, il dit depuis des décennies et depuis des siècles. Alors là, on est dans vraiment la très très longue durée, comme disent les historiens, n'ont qu'un seul objectif, qui est de rabaisser la Russie. Donc c'est assez différent de la Russie, mais le nationalisme blessé peut être, sur le plan international, tout aussi déstabilisateur. Disons que ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas une stratégie de la part de Vladimir Poutine, justement, de jouer un peu sur l'histoire, de jouer peut-être même un peu sur l'affect. On est une forteresse assiégée, ce sentiment d'endiguement, ce n'est pas uniquement une stratégie. Vous pensez que c'est sincère, que c'est vraiment un sentiment? On a entendu Serge Parinov, il est russe, et il dit oui, on a ce sentiment-là aujourd'hui, pas d'humiliation, mais de ne pas
pas être compris Oui, je suis incapable de juger de la sincérité de Vladimir Poutine, mais en tout cas, le fait que ses compatriotes, ou qu'une bonne partie de ses compatriotes, sincèrement ressentent les choses ainsi, ou parce qu'ils ont été aussi beaucoup influencés par les médias qui sont quand même assez proches du pouvoir en Russie, ils ont ce sentiment de la citadelle assiégée. Et donc, le thème de l'humiliation de la Russie, que l'on entend constamment. Nous avons été humiliés après la dissolution de l'Union soviétique. L'humiliation, la citadelle assiégée, là, c'est quelque chose qui fait monter le sentiment, qui ressoude le peuple autour de son chef. Et je crois que c'est le but de rechercher. Il a quand même 80%. Donc, au moins à court terme, ça marche. Ouais. Gary Ackerman, vous êtes très critique du pouvoir russe, mais on le disait à l'instant avec Jacques Krupnik, la population russe, elle suit quand même Vladimir Poutine, 80% quand même de cote de popularité, c'est quand même exceptionnel. Écoutez, les Russes sont quand même derrière aujourd'hui le chef du Kremlin. Il y a aussi, disons que cette fibre nationaliste a un impact, a une résonance chez les Russes. Oui, je dois dire que quand vous regardez l'histoire de n'importe quelle dictature, les dictateurs ont toujours une très haute cote de popularité qui peut, dans des cas extrêmes, aller jusqu'à 100% ou 99%. Donc, en soi, je n'aurais pas fait réellement confiance au sondage. Par contre, il y a une chose que je voudrais souligner. Vous savez, oui, on n'est pas dans la guerre froide, comme Jacques Krupnik l'a dit, tout simplement parce que la Russie ne fait pas le poids d'un système que jadis représentait l'Union soviétique, plus tous les pays socialistes, plus tous les pays non alignés, etc. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'un très très grand mouvement qui, au moins en parole, avait des buts progressistes. Maintenant, nous sommes devant un pays qui est devant un empire éclaté, qui a perdu plusieurs républiques. Et je dois dire que le discours de Vladimir Poutine a aussi un côté haineux. Nous avons vu là un extrait de ce discours. Moi, je me permets de vous lire. Ça, c'est le texte de Vladimir Poutine. Juste 5-6 lignes. Il faut que ce soit court quand même, Gary Ackerman. Oui, très court. Donc, il affirme que la guerre contre la Russie, guerre d'information, guerre politique, financière, les services spéciaux étaient évidentes depuis pratiquement le début de la période post-communiste, et il n'y a pas de doute qu'on nous aurait condamné à un scénario yougoslave de décomposition avec toutes les conséquences tragiques. Cela n'a pas marché, nous ne l'avons permis, comme ça n'a pas marché chez Hitler, qui, avec ses idées de haine de l'humanité, avait l'intention de détruire la Russie. Et voilà, donc c'est un discours... Pour vous, c'est un discours de haine. Alors, Frédéric Pons, est-ce qu'il ne fait pas partie, la question qu'on peut se poser aussi, de ces dirigeants finalement autoritaires, parce que Vladimir Poutine est quand même un dirigeant autoritaire, on peut le dire, qui sont un peu paranoïaques, justement, qui voient des ennemis partout, tout le monde veut lui faire la guerre, il est assiégé. Est-ce qu'il y a ça aussi chez Vladimir Poutine ? Moi, je crois qu'il faut se méfier des mots trop péjoratifs ou invalidants d'emblée. On parle de guerre froide, le concept n'est plus tout à fait le même. On parle de discours haineux. J'ai entendu le mot de dictature, nationaliste. Donc ça renvoie des gens dans des catégories qui ne sont pas exactement conformes à la réalité. Bon, la Russie est une démocratie peut-être imparfaite au regard de nos critères à nous. 200 ans de démocratie chez nous. 20 et quelques années chez eux. Donc, c'est une démocratie. Il y a des instituts de sondage que les Occidentaux reconnaissent comme à peu près valables, l'Institut Levada notamment. On voit bien, il ne faut pas nier la réalité, que Poutine est réellement populaire dans l'ensemble de la population. Et depuis l'an 2000, lui et Medvedev ont été élus, réélus de façon significative.
Poutine défend les intérêts de son pays. Alors, il y a une constante dans l'histoire russe, c'est cette impression d'encerclement, d'endiguement. Et la Russie a toujours cherché à avoir une profondeur stratégique sur ses frontières, l'accès aux mers chaudes. Donc, aujourd'hui, face à la poussée... Et on peut d'ailleurs peut-être la comprendre, Frédéric Ponceau. Oui. On va regarder cette carte quand même, parce que les pays de l'OTAN, il y en a 28. On va voir la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, qui sont donc frontaliers de la Russie. On voit bien que l'Ukraine est également, évidemment, ne fait pas partie de l'OTAN, mais si demain l'Ukraine rejoignait l'OTAN, ça serait encore toute une frontière de la Russie, donc qui serait côte à côte, qu'elle partagerait avec un pays de l'OTAN. On regarde cette carte. Donc vous dites que ce sentiment d'engouement, il est réel quand même. Essayons de nous placer, de comprendre un peu la position des Russes, de se placer en regardant le monde de chez eux. Eh bien, ils ont vu progresser dans les années 90 et surtout 2000 l'OTAN vers leurs frontières, donc la Pologne, les pays baltes et quelques autres pays. Et aujourd'hui, on leur annonce que, à terme, l'Ukraine pourra intégrer l'OTAN. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Ça veut dire que le cordon de sécurité de l'OTAN va progressivement enserrer leurs frontières, comme ça avait été tenté avec la Géorgie en 2008, et Poutine avait bloqué cela. Eh bien, l'Ukraine, c'est pareil. En plus, l'Ukraine, vous savez qu'il y a des relations spirituelles, historiques, culturelles très très fortes entre la Russie et l'Ukraine. C'était un casus belli d'annoncer l'intégration de l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est pas trop l'Union européenne qui fait peur à la Russie. Pardonnez-moi, mais ils sont jamais allés jusque-là. Ils sont jamais allés jusque-là, les Européens, de dire on va intégrer quand même l'Ukraine dans. Mais ce n'est pas les Européens, je parle des Américains. Les Russes ont aujourd'hui un adversaire face à eux, c'est l'Amérique à travers l'OTAN, ce n'est pas l'Union européenne. Et quand on lit attentivement le discours de Poutine, on voit bien qu'il y a une dissociation dans l'Occident entre l'Europe, qui doit rester un partenaire de la Russie, c'est ce que dit Poutine, et les États-Unis, l'Amérique, qui, elle, pousse ses pions au nom de ses intérêts qui ne sont pas ceux de l'Europe. Avec cette réaction d'un internaute, la Russie gagne de l'indépendance et du respect, surtout Poutine qui ne fléchit pas devant les États-Unis. Jacques Rupnik voulait ajouter quelque chose. Juste une chose, c'est que la question de l'Ukraine et de l'OTAN a été posée au sommet de l'OTAN en 2008. Et la question a été posée et ça a été refusé. Ça a été refusé, entre autres, à l'initiative de la France et de l'Allemagne. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit ça la cause de l'attitude actuelle de la Russie. Mais on pourrait dire... Vous êtes naïf, cher monsieur Rupnik. Oui, écoutez, je suis peut-être naïf, mais je vais finir ma phrase. Mais on voit toutes les déclarations américaines de ces dernières années. Mais c'est pas ces dernières... correspondent à l'extension de l'OTAN. Absolument pas. Absolument pas. Il y a eu 2008 la tentative de l'administration Bush et qui a été refusée par les Européens. Là-dessus est venue l'administration Obama qui a lancé ce qu'on appelait le reset. Le reset, c'est remettre les compteurs à zéro et vouloir faire une nouvelle politique avec la Russie. Et c'est la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine récemment, au cours de la dernière année, qui a remis sur le tapis, si j'ose dire, la question de l'entrée ou une éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui d'ailleurs n'est pas à l'ordre du jour, personne ne parle de ça. Ce qui a été le déclencheur dans les événements ukrainiens, c'était l'accord d'association avec l'Union européenne, non pas avec l'OTAN. Ne mettons pas l'OTAN en avant, c'était la question européenne. Et c'est avec des drapeaux européens que les manifestants, il y a un an à Maïdan, n'est-ce pas, ont protesté contre le refus de leur gouvernement de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Savez-vous ce qu'il y avait dans cet accord d'association? Terrible menace, n'est-ce pas? L'accord d'association... Est-ce qu'elle existe en français? Écoutez, essentiellement... Est-ce que ces 2000 pages existent en français? Oui, on ne va pas lire les 2000 pages tout de suite, mais vous me permettrez de résumer en trois phrases, de résumer en trois phrases ce qu'il y avait dans l'accord d'association. Grande menace. D'abord, l'idée que le marché européen serait ouvert en échange de l'adoption par l'Ukraine de normes de gouvernance compatibles avec l'Europe. Deuxièmement, visa, flexibilité dans les visas, la possibilité de mobilité pour la population ukrainienne. Et troisièmement, des aides financières relativement modestes, c'était quelque chose de 600 ou 700 millions, pour l'aide à la restructuration et aux réformes en Ukraine. C'était quelque chose de relativement modeste et c'est le refus par le gouvernement ukrainien, inspiré par le président Poutine de l'époque, qui a déclenché les événements. Ça n'avait rien à voir avec l'OTAN. Je pourrais répondre par une citation, mais je ne vais pas la chercher. En fait, vous vous trompez. D'abord, cet accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne
ce texte n'existe pas en français. Déjà un phénomène assez éloquent. Puis, il ne s'agissait pas de refus. Il s'agissait de reporter la signature afin de revoir le texte. Le président russe ainsi que le ministre des Affaires étrangères ont à plusieurs reprises parlé que cette adhésion, d'une part, ce serait mortifère pour l'économie ukrainienne, mais finalement, ça, c'est le problème de l'Ukraine. Mais d'autre part, ça affecte les relations entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire l'Ukraine s'ouvre entièrement aux marchandises européennes. L'Ukraine et la Russie sont mutuellement ouverts au sein de la CEI. Donc c'est un espace économique commun, c'est-à-dire les marchandises, les produits européens pourront venir sans frais de douane, sans contrôle, par l'Ukraine en Russie. Et c'est contre ça qu'ils prevenaient les Européens et les Ukrainiens. Ils disaient, si vous voulez signer l'accord, finalement, vous le faites. Mais figurez-vous, la Russie serait obligée de protéger ses frontières, d'installer entre elle et l'Ukraine le même régime qui existe entre autres pays qui ne font pas partie de notre espace économique commun, de la CEI. Et Yanukovych, excusez-moi, encore une seconde, a demandé de reporter la signature et c'est finalement ça où on est arrivé aujourd'hui. L'accord est signé, il est ratifié, mais il ne sera pas appliqué avant 2016. Et entre-temps, on doit négocier à 3 Europe, Ukraine, Russie, sur les mesures de protection et les modalités d'application de cet accord. C'est ce que la Russie avait demandé, et l'Ukraine aussi, en 2013. Serge Parinov, mais finalement, est-ce que finalement toute cette affaire n'a finalement pas arrangé les Russes? Parce qu'au final, ils ont quand même mis la main sur la Crimée. Et la Crimée, visiblement, pour Vladimir Poutine, c'est très important parce qu'il a même comparé avec le mont du Temple. Donc il est quand même allé très très loin dans sa comparaison. On va l'entendre, le président russe. Pour la Russie, la Crimée, l'ancien Korsoun, l'ancienne Chersonèse, Sébastopol ont une énorme signification culturelle sacrée. La même signification que le mont du Temple à Jérusalem pour ceux qui sont de confession juive ou musulmane. Cela a toujours eu le même sens pour nous et ce sera toujours le cas. Serge Parinov, est-ce que c'était pas finalement une excuse, tout ça, pour mettre la main sur la Crimée et dire finalement la Crimée nous appartient, c'est l'occasion de la reprendre? C'est ce qu'on prétend, mais ça n'a été le cas pas du tout. En fait, Poutine a été mis dans la situation où il ne pouvait pas faire autrement. Il devait réagir et c'était pour lui la seule réaction possible. En fait, la rentrée de Crimée en Russie, on utilise trop souvent le terme annexion, ce qui n'est pas approprié du tout, puisque de la même manière, on peut parler de l'annexion de RDA par la RFA, ou de l'annexion de Mayotte par la France. C'était le retour de Crimée en Russie, c'était la réunification, si vous voulez, c'était une décision prise d'abord par la population lors d'un référendum, et puis par le Parlement qui avait à l'époque beaucoup plus de légitimité que le gouvernement de Kiev, parvenu au pouvoir suite à un coup d'État. Là, il s'agissait d'un Parlement criméen élu en 2010. On va reparler encore de l'annexion de la Crimée, même si vous n'adhérez pas à ce terme d'annexion. On va en discuter dans la seconde partie de notre débat, mais je voudrais qu'on parle aussi des sanctions européennes et américaines qui pèsent beaucoup sur la Russie. À tout de suite.